Merci Yves, bienvenue à tout le monde. Donc, hier, nous avons eu la joie de pouvoir faire un panorama des énergies primaires, produites, fossiles, renouvelables, des tendances en cours, et on a pu toucher du doigt, avec, et c'était difficile, toute la complexité, la volatilité qui existe, pour montrer que ceux qui sont aux affaires, que ce soit à la tête d'entreprise ou responsables politiques, ont des choix qui sont difficiles à faire entre le court terme, le moyen terme, le long terme. C'est difficile, c'est vraiment un sujet d'une grande complexité pour lequel on a besoin de la mobilisation de tout le monde, mobilisation qui passe beaucoup, et on l'a rappelé à plusieurs reprises, par de l'évangélisation et de l'éducation, de la vulgarisation, de telle manière à ce que tout le monde puisse contribuer. Aujourd'hui, nous allons changer un petit peu de regard et se focaliser sur les usages, que ce soit à travers le transport, la mobilité, l'agriculture, l'habitat particulier, collectif, tertiaire, et aussi l'industrie. Voir qu'est-ce qui est réalisé dans ces différents secteurs d'activité au service de la transition énergétique, qu'est-ce qu'ils supportent. Avant, évidemment, la conclusion en tout début d'après-midi pour permettre à tout le monde de prendre le train qui les ramènera pour Paris, et tout ça à 100 jours de la COP 21. Alors, ce matin, on va commencer par une problématique relative à la mobilité. Un certain nombre de prises de parole, donc 6 pendant cette première heure. Donc il faudra tenir les 10 minutes pour chaque speaker, sinon, évidemment, on ne tiendra pas la première heure. Voilà, et on va commencer par l'entreprise qui a été primée hier, c'est Continental. Monsieur Bizery. Donc merci, j'ai la lourde tâche de commencer, je vais essayer de tenir les 10 minutes. Je ne sais pas à quel moment le décompteur va commencer, maintenant. Donc je vais appuyer sur... Non. Non. Voilà, donc je m'appelle Bernard Bizery, je travaille dans le groupe Continental Automotive à peu près depuis 10 ans. Donc j'ai eu différents postes. Et ce slide, c'est pour vous montrer un petit peu les activités de Continental Automotive en France. Continental est bien connu pour les activités pneus, mais il n'y a pas que des pneus. Vous avez à droite sur le slide deux divisions, la division pneus, la division élastomère, et Continental Automotive, ce sont les 3 divisions de gauche. C'est à peu près au total 8000 personnes en France et 12 sites, dont de la production. Et pour Continental Automotive, on est à peu près 1200 personnes en recherche et développement. Les petits drapeaux français montre l'implémentation de Continental Automotive, de Continental en France. Et vous voyez, par exemple, pour Continental Automotive, nous sommes très très bien positionnés, puisque vous avez à Toulouse un grand site qui vont s'occuper du contrôle moteur, de tout ce qui est actuators et sensors. Et puis moi, je suis basé à Rambouillet, donc on va s'occuper de connectivité. Sur ce slide aussi, je finirai là-dessus. Il y a une nouvelle BU qui a été créée, la BU ITS, que vous voyez à droite. La BU ITS, comme système de transport intelligent, et 2 choses intéressantes qu'il faut savoir. Cette BU a été créée en octobre 2014. Elle est installée à la Silicon Valley. Et la personne qui manage cette BU, c'est Madame Seval Hoz, qui vient de la Google Car. Donc ça montre vraiment que Continental s'implique sur ce qui est ITS et sur la conduite autonome. Pardon. Voilà. Donc les leitmotifs de Continental Automotive International, c'est bien sûr l'efficacité énergétique, c'est la sécurité au sens des personnes, et c'est la connectivité. Alors au niveau de l'efficacité, on a fait des estimations, on pense que 20% de la consommation peut être minimisée sur la manière de conduire. Si on éduque le conducteur, on doit pouvoir gagner 15 à 20% sur la consommation. Pardon. Bien entendu, l'efficacité, c'est pas que ça. Les transports représentent à peu près 30% de l'émission de gaz serre, donc il faut travailler sur tout ça. Il y a bien sûr un des programmes de la Nouvelle France industrielle qui est le programme du Litho 100. Et puis aussi, il faut savoir aussi que cette émission de gaz de CO2 est liée aussi bien sûr au trafic. Aujourd'hui, en France, à peu près
on perd 30 à 40 heures dans les embouteillages. Sur Paris, c'est 55 heures, et je crois que c'est Bruxelles en Europe qui est le gagnant, puisqu'il est à peu près entre 80 et 90 heures. On imagine aussi là, avec la conduite autonome, on doit pouvoir gagner en efficacité sur le trafic. Ce qu'on imagine, les véhicules autonomes, on va pouvoir réduire les distances intervéhicules, et on va pouvoir ainsi augmenter la vitesse. Donc si demain étant dans 20 ans peut-être, si tous les véhicules sont autonomes et connectés, on doit pouvoir résoudre en partie tout ce qui est les problèmes de trafic. Un autre chiffre peut-être clé, et j'en finirai là-dessus, on estime à Paris que 30% des véhicules qui roulent cherchent une place de parking. Donc c'est évident que si on améliore la connexion entre le véhicule et l'infrastructure et les places de parking, on doit pouvoir gagner du temps. Et demain, encore une fois, dans 10 ans, dans 20 ans, vous avez un rendez-vous dans Paris, vous avez un véhicule autonome, vous vous garez juste devant le bureau où vous avez rendez-vous, et votre véhicule part tout seul se garer. Donc voilà aussi une façon de gagner. La sécurité, c'est simple. 90% des accidents, dans 90% des accidents des cas, c'est vous, c'est moi qui sommes responsables, c'est l'humain. Par son inexpérience, parce qu'il est en train de lire son SMS sur son smartphone, parce qu'il est peut-être drogué, parce qu'il y a peut-être de l'alcool, et ainsi de suite. Donc on voit aussi l'aspect sécuritaire qui est un coût pour la société. Là encore, on pense que le véhicule autonome, puisque en fait ce véhicule autonome est bardé de capteurs, eh bien il va améliorer la sécurité. La connectivité, si je faisais un sondage dans cette salle, je suis quasiment persuadé que 99% des gens ont un smartphone, et je suis persuadé aussi que certains d'entre vous ont déjà regardé un SMS reçu pendant qu'ils conduisaient. Bien sûr, regarder son smartphone conduit aussi à l'insécurité. Et puis, il faut savoir que Continental organise des enquêtes internationales, des mobility studies, et une des réponses que les usagers font, ils veulent avoir les mêmes services avec leur smartphone à leur bureau que dans le véhicule. Donc là aussi, les équipementiers et les constructeurs automobiles ont des choses à faire sur ce domaine. Là, je passerai rapidement. Les 34 plans de la France industrielle, on en a parlé hier. Donc deux programmes très importants, de litre au 100, et puis le véhicule autonome. Juste avant d'aborder nos roadmaps au niveau technologique, il faut savoir que vous tous dans votre voiture, vous avez déjà des systèmes d'aide à la conduite. En particulier, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous, lorsque vous arrivez sur autoroute, vous appuyez sur un bouton, et à ce moment-là, vous vous calez à une certaine vitesse, 110, 130, 135, comme vous voulez. Eh bien, il faut savoir que toutes ces technologies sont déjà disponibles, et en particulier, on est capable de reconnaître sur le bord de route les indicateurs de vitesse. Par exemple, ici, c'est un panneau qui se trouve à l'entrée de Continental à Rambouillet. On est capable de le reconnaître. Même si ce panneau n'est pas une hauteur réglementaire, on a des outils qui nous permettent de reconnaître ce genre de choses. On sait aussi déjà reconnaître des piétons. On sait reconnaître les vélos. Cela veut dire qu'on va pouvoir, grâce à cette reconnaissance par ces capteurs et ces caméras embarquées, anticiper certaines actions. Vous, quand vous conduisez, vous n'êtes pas obligé vous ne regardez pas partout en même temps. Eh bien, il y a des caméras, ce qu'on appelle des caméras 360 degrés, qui vont reconstituer tout votre espace autour de vous et vous donner de l'information. Vous allez pouvoir ainsi résoudre les problèmes d'angle mort, voir si quelqu'un veut vous doubler, voir si, par exemple, un vélo arrive sur votre droite ou sur votre gauche. On sait aussi, et ça existe déjà, reconnaître les lignes blanches. Donc ça existe déjà sur des modèles haut de gamme. Votre véhicule va vous détecter si vous dérivez par rapport à ces lignes blanches. Alors ça, c'est très intéressant lorsque vous êtes sur autoroute ou des voies rapides. Lorsque vous êtes à la campagne, ça n'existe plus. Alors il faut savoir que certaines startups et certaines PME en France ont des algorithmes qui permettent de détecter les bords de route en détectant l'herbe à une certaine hauteur, et vous êtes capable ainsi de vous caler sur les bords de route. Demain, on va détecter chez vous l'endormissement. C'est très facile, ça marche. Et si vous endormez, on va anticiper cet endormissement. On va d'abord vous prévenir. Et si vous ne réagissez pas dans un certain délai, on est capable de faire garer la voiture sur le bas-côté tranquillement. Demain, on sera capable aussi de détecter vos rythmes cardiaques. Alors aujourd'hui, avec des bracelets connectés, on est capable de faire pas mal de choses. À l'intérieur des dossiers, vous aurez aussi des capteurs. Et puis, c'est la petite photo en bas à droite. Ça existe aussi sur le marché, c'est ce qu'on appelle des manœuvres d'évitement.
Dire avec les caméras, les radars embarqués, on est capable de détecter à combien de mètres vous êtes de la voiture et vous risquez, en fonction de la vitesse relative, vous risquez d'avoir un accident. On est capable de dire il n'y a personne à gauche et on va vous proposer une manœuvre d'évitement pour le doubler. Ou si vraiment vous ne le faites pas, on va freiner d'urgence si nécessaire. Donc vous voyez toutes les technologies pour faire des véhicules autonomes existent. Et le premier qui existe, c'est de, je crois, 1958 ou 1960. C'est Bosch qui avait inventé le cruise control. Donc vous voyez, toutes ces briques technologiques avancent doucement, mais sûrement. Il suffit de les agréger ensemble. Quand on dit les agréger, c'est les intégrer et tester la sûreté de fonctionnement de tout ça. Et c'est ça le problème qu'il va y avoir. Alors bien sûr, tous les équipementiers, tous les constructeurs font du buzz autour du véhicule autonome. Nous aussi, bien sûr. Mais la réalité, c'est qu'il ça va prendre du temps et ça ne va pas venir du jour au lendemain. Et en fait, ce que l'on fait aussi, c'est commencer à éduquer les usagers. Et en particulier, on pense qu'au fil de l'eau, on va vous informer des nouvelles technologies. Vous allez les trouver dans les véhicules de tous les jours. Et puis demain, après-demain, au fil de l'eau, tout ça, ça va s'agréger et ça va faire quelque chose. Alors, est-ce que ça va être un vrai véhicule autonome? On ne sait pas. Alors, pour revenir sur ce qui nous intéresse, qui est le projet de Rambouillet Territoire, là, on ne parle pas de technologie, mais on va parler des usagers. Et plus particulièrement, on envisage des premiers scénarios. Je ne sais pas si on voit bien, oui. C'est vraiment relier deux hubs, ce qu'on appelle urban, donc comme rural et urbain. Un premier hub qui est une gare à SNCF. Et là, on va proposer aux usagers un parking à haut niveau de service. Vous allez par exemple arriver avec un véhicule pour prendre votre train. Vous allez prendre votre train et votre véhicule va se garer tout seul sur ce parking. Ça existe déjà, ça fonctionne. C'est bien évident que ce véhicule, il va être en autopartage et quelqu'un qui arrivera au train sera capable de prendre ce véhicule à son tour, etc., etc. De l'autre côté, vers la zone de Bel Air, qui est une zone en construction, il y a à peu près un peu plus de 80 hectares, avec pas mal de magasins et de sociétés qui vont s'installer. Là, on envisage plutôt le même service, mais plutôt, disons, de la logistique et du transport de marchandises, les derniers kilomètres. Il est évident qu'on va faire entrer un véhicule de 20 tonnes. Ça sera un petit véhicule. Juste un mot. Pour ceux qui ne savent pas, la France a le plaisir d'organiser cette année un congrès international sur les systèmes de transport intelligents. Et c'est Bordeaux qui a été choisi. Donc il faut savoir que ce même congrès a eu lieu à Détroit l'année dernière. Avant, c'était à Tokyo. Et l'année prochaine, ce sera à Melbourne. Donc vous voyez que c'est une occasion en or pour la France de montrer d'abord sa technologie et de montrer donc aux 10 000 participants, aux 10 000 visiteurs qui vont être là, toutes ces technologies. Donc je vous invite à aller à Bordeaux entre le 5 et le 9 octobre. Il y aura beaucoup de démonstrations, dont des véhicules autonomes. Merci. 10 minutes, c'est peu. Nicolas ?